Alors, effectivement, quand on entend le terme cyberarme, on pourrait penser qu'il suffit simplement de transposer la notion du terme arme au sens classique, du sens classique au sens numérique du terme, pour obtenir une définition légale applicable. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que cela. Tout d'abord, il n'existe pas de définition générale ou internationale du terme arme en droit positif, mais plutôt des caractéristiques propres à chaque catégorie d'armes. Et ces catégories, elles sont réglementées dans plusieurs textes internationaux contraignants, mais qui ne concernent que des armes classiques ou spécifiques. Et ces textes-là ne donnent pas non plus de définition du terme générique. Donc ça complexifie davantage la mise en place d'un consensus sur la définition d'une cyberarme. Il y a eu un travail qui a été réalisé par des experts internationaux et qui a conduit à l'élaboration du manuel de Tallinn. Et donc ce manuel propose une définition où on assimile l'arme cyber à un moyen de guerre cybernétique utilisé ou destiné à être utilisé pour blesser, tuer des personnes ou endommager, détruire des objets. Alors oui, certes, cette définition renvoie à la notion d'agression armée, voire de conflit armé, qui sont régis par le droit international et le droit international humanitaire. Et elle évoque en plus le critère du seuil de gravité que l'outil informatique doit atteindre pour être qualifié d'arme cyber. Sauf que ces dispositions, elles n'ont pas de valeur contraignante. De plus, dans son ensemble, on se rend compte que la définition, elle est trop générale et qu'elle présente des lacunes vis-à-vis de la prise en compte des aspects techniques d'une arme cyber. Et du coup, quand on observe les cyberattaques des 10 dernières années, notamment celle qui a touché l'Australie au mois de juin, on se rend compte qu'elles ont impliqué des vers ou des ransomware qui sont quand même très sophistiqués et qui ont d'ailleurs laissé présager une implication des acteurs étatiques dans leur conception ou leur utilisation. Pourtant, et bien qu'en 2013, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies établit que le droit international, et en particulier la Charte des Nations unies, sont applicables au cyberespace, on ne sait toujours pas si ces cyberattaques sont considérées comme des emplois illicites de la force, ni comment appliquer le droit international au cyberespace. Donc au final, sans cadre commun, sans définition commune, les États demeurent libres et souverains d'apprécier ces notions au cas par cas, dans leur droit interne, en fonction de leurs intérêts et de leurs objectifs. Du coup, je ne dirais qu'il n'y a pas de définition générale du terme cyberarme, mais qu'il faut à chaque fois se référencer au droit interne des États. Détecter l'utilisation et l'origine d'une arme cyber, c'est une étape qui est quand même primordiale pour attribuer l'acte malveillant à un acteur. Et en droit international, cette attribution, elle va permettre à l'État victime d'adopter une réponse licite face à l'attaque qu'il a subie. Le problème, c'est qu'il est techniquement difficile de retracer l'origine de l'utilisation d'une arme cyber, et ce pour plusieurs raisons. Donc la première, elle tient au fait qu'une cyberarme, elle ne l'est pas souvent par nature, mais plutôt par destination. En fait, elle peut être qualifiée de cyberarme suite à l'utilisation qu'une personne ou une entité en a. Je m'explique. Sur Internet, les actes malveillants, ils sont très souvent réalisés à l'aide de biens et technologies qui sont dits à double usage. Donc, ils sont destinés à l'origine à améliorer, par exemple, la défense informatique d'un système. Mais en fait, ces outils peuvent également être utilisés par l'attaquant pour s'introduire dans ce même système et le contrôler sans le consentement de son propriétaire. C'est le cas par exemple des outils de fuzzing qui testent les réactions d'un programme en l'attaquant, mais également des compilers ou des techniques de hooking qui modifient les circuits d'exécution d'un logiciel informatique pour corriger une vulnérabilité dans la sécurité. Ces outils, en fait, ils revêtent un caractère hybride qui rend leur identification plus difficile parce qu'en plus, elle va avoir lieu a posteriori, donc après la réalisation de l'attaque. Ensuite, une autre raison, c'est que l'auteur de l'attaque, il peut aussi masquer son identité ou prendre celle d'un autre. Donc, on dit que c'est une technique de spoofing. Et ça va complexifier davantage son identification. Ou encore, il peut agir par le biais de botnets, donc qui sont des ordinateurs infectés à distance. Et ça va créer aussi des confusions entre le lieu de provenance de l'attaque et le lieu depuis lequel elle est commanditée. Enfin, il y a certains malwares qui sont conçus pour s'autodétruire après avoir infecté les systèmes. Donc ça rend l'analyse d'autant plus difficile. Toutefois, il n'est pas impossible de remonter à l'origine d'une opération cybernétique. En effet, les États, les organisations internationales et les acteurs privés, ils disposent quand même de capacités techniques et humaines qui sont considérables pour identifier le type de cyberarme utilisée et son auteur.
juste à titre simple exemple, en France, on a la loi de programmation militaire, donc la plus récente de 2019, qui a créé la possibilité pour les opérateurs d'installer des dispositifs dans les réseaux de communication électronique qu'ils administrent pour détecter des menaces informatiques. Et en gros, l'Agence nationale des sécurités systèmes d'information, elle va attribuer des marqueurs à ces dispositifs pour détecter les menaces. En plus de ça, on peut s'appuyer sur les politiques de lutte informatique offensive et défensive, ainsi que sur le renseignement humain pour élargir notre champ de connaissances sur la provenance de l'arme cyber. Je dirais que dans la responsabilité internationale, les sujets internationaux, ça concerne les États ou les organisations internationales. Donc en général, la responsabilité, elle concerne que des sujets de droit international. Donc oui, ça serait d'État à État, ou alors organe, agent de l'État ou une entité qui a agi sous le contrôle de l'État. Donc là, ça devient un peu plus complexe, il faut opérer un contrôle. Donc en général, on se réfère à la jurisprudence de la Cour internationale de justice, la jurisprudence Nicaragua, où justement, elle essaye d'élaborer s'il faut opérer un contrôle global, s'il faut que l'État ait opéré un contrôle global ou effectif sur le groupe, et ainsi déterminer si le groupe peut être considéré comme rattaché à l'État ou pas. L'attribution du hors cyber, donc qui va concerner l'attribution des emplois, menaces illicites de la force, etc. dans les conflits armés. Pour moi, c'était plus technique et plus juridique parce que justement, on a quand même des règles auxquelles on peut se rattacher. On a la coutume internationale, des conventions, des traités qui sont quand même respectés. On peut aussi plus facilement apporter des preuves donc du fait internationalement illicite. Dans le cyberespace, je dirais que c'est plutôt une attribution qui est politique pour le moment, parce que justement, on s'est rendu compte que même si des fois les États ont des suspicions que c'est tel ou tel autre État qui a mené l'attaque, ils vont refuser de faire cette attribution par intérêt stratégique et politique, justement. On fait le bilan coût-avantage pour savoir s'il faut attribuer ou non. Alors, en gros, donc oui, les scandales liés au système de surveillance révélés par Snowden, ils ont relancé les débats sur l'éternel compromis qui persiste entre, d'un côté, la sauvegarde de notre vie privée, qui passe par la protection de nos données personnelles, et la volonté des États d'y accéder pour des motifs de sécurité. Et en fait, les outils numériques qui ont été révélés au public par le lanceur d'alerte, ils correspondent davantage à des moyens de surveillance de masse, mises en place par les gouvernements, qu'à des armes de cyberguerre à proprement parler. L'espionnage en droit international, il n'est pas prohibé. Il est laissé à l'appréciation souveraine des États. Et du coup, suite à ces révélations, on s'est rendu compte qu'il y a eu plusieurs collaborations qui ont été mises en place entre les entreprises et les gouvernements, notamment le gouvernement américain, pour permettre aux agences de renseignement de collecter un nombre conséquent de données personnelles. Et du coup, en fait, donc cette coopération entre les entreprises et le gouvernement, elle a été rendue nécessaire parce que sinon le gouvernement n'avait pas les capacités techniques pour introduire ce qu'on appelle des backdoors ou des portes dérobées dans les logiciels, les appareils, etc. Ce qui permet aux agences de garder un accès tenu secret à ces appareils. Donc à titre d'exemple, on a la puce Clipper des années 80-90 qui contenait une backdoor dans un modèle de téléphone commercialisé par le plus grand fournisseur de services téléphoniques des États-Unis, AT&T. Et également, il y a eu la bataille juridique entre le FBI et Apple en 2016 où, pareil, ça a impliqué les backdoors. Mais en fait, ici, la qualification de ces outils, elle va dépendre de notre qualification de l'intrusion qui en résulte. Parce que si cette surveillance de masse, elle venait à mettre gravement en danger la liberté d'expression et d'opinion des personnes et que leur droit au respect de la vie privée était menacé de façon disproportionnée et abusive, on pourrait éventuellement considérer qu'il pourrait revêtir le titre d'arme cyber également. Pour une juriste, se confronter au monde informatique, ça fait un petit peu peur.
Mais c'est vrai que quand on fait un peu un aperçu de ce sujet de thèse, on se rend compte qu'il mobilise des connaissances, donc oui, géopolitiques, juridiques, mais surtout techniques. Et donc la nécessité de travailler avec des chercheurs informaticiens, elle est évidente. Et du coup, en fait, aborder ce sujet sous deux points de vue différents, c'est pour moi nécessaire pour réussir à adopter des règles futures et surtout des règles cohérentes pour le cyberespace. Ça permet en fait de relier le droit aux questions techniques du cyber. Et parce que oui, donc comme on le sait, les notions juridiques, surtout dans le droit français, elles ont un caractère qui est quand même très formel et ça empêche d'appréhender dans son ensemble la question de la régulation de l'utilisation des armes numériques. Dans le même ordre d'idée, la technicité du sujet est telle qu'une compréhension minimale, même minimale des outils informatiques et de leur fonctionnement, c'est devenu un prérequis préalable à l'adoption de toute norme en matière de cybersécurité. Donc cette interdisciplinarité, elle me permet d'envisager le problème sous un angle technico-légal pour tenter d'élaborer des définitions communes et conformes aux spécificités de chaque domaine.